Bismillah, alhamdulillah, salat salam ala Rasoul. Bonjour et bienvenue dans ce cours sur la technologie Wi-Fi. Ce cours est le quatrième cours d'une série de cours sur la technologie Wi-Fi. Donc, dans ce cours, on va parler sur les modernes standards, donc les modernes technologies utilisées dans les nouvelles versions, les versions les plus récentes, la Wi-Fi 6 et la Wi-Fi 5. Donc, on va parler principalement sur la technologie MIMO. Donc, la MIMO, c'est la technologie clé qui permet de booster le débit de la technologie Wi-Fi. Donc, la première version dite améliorée de la technologie Wi-Fi, ou bien dite moderne de la technologie Wi-Fi, c'est la version 802.11n. Donc, cette amendment, ou bien cette version, elle fonctionne en 2.4 GHz et 5 GHz. Elle peut supporter un débit jusqu'à 75 mégabits par seconde et le débit peut atteindre 600 mégabits par seconde. Donc, il est multiplié presque disons par 5. La 802.11ac, donc la Wi-Fi 5, donc, elle est appelée le Very High Throughput. L'autre version, donc la version N, elle s'appelle HT, High Throughput, et cette version, elle s'appelle Very High Throughput par la I3E. Elle fonctionne uniquement en 5 GHz. Elle supporte la technologie MIMO 8x8 avec 8 spatial streams. On peut utiliser la multi-user MIMO, modulation jusqu'à 256 et 6,9, c'est presque 7 gigabits par seconde. Mais en pratique, les équipements qui ont vendu, qui supportent cette technologie, peuvent supporter un débit de 1,3 jusqu'à 3,5 gigabits par seconde. Donc, dans ce tableau, on voit une petite comparaison entre le HT et VHT, donc la technologie HT 802.11n et la technologie VHT. VHT, c'est la version AC. Donc, dans la bande de fréquence, on a la technologie 1 qui fonctionne en 2.4 et 5 GHz. La technologie AC, elle fonctionne uniquement en 5 GHz. La modulation avec la version AC, donc la version AC, c'est presque le Wi-Fi 5. Donc, dans la version 5 Wi-Fi, ou bien la 5e génération, on peut utiliser une modulation QAR à 256 états. Le concept de former des canaux de largeur plus importante par rapport aux canaux initiaux. Donc, le canal initial en Wi-Fi, il est de 20 MHz, donc dans la bande 5 GHz. Donc, la largeur du canal, elle est de 20 MHz. Mais dans la version N et la version AC, disons la Wi-Fi 4 et la Wi-Fi 5, on peut utiliser une bande de fréquence de 40 MHz et uniquement dans la 5e génération, on peut utiliser une bande de 80 voire 160 MHz. Spatial Streams, donc en utilisant la MIMO, dans la 802.11n, dans la N, on a jusqu'à 4, donc jusqu'à 4 spatial streams, jusqu'à 4 faisceaux indépendants transmis. Et dans la version 5, on peut utiliser jusqu'à 8. On a jusqu'à 8. Et on a plein de choses qui sont étranges de la première vue, mais on va les détailler dans les prochains slides. Donc, commençons par la technologie MIMO. Donc, MIMO, c'est multiple input, multiple output, c'est de transmettre plusieurs streams de données, plusieurs flux de données en utilisant plusieurs antennes, mais en réalité, en utilisant plusieurs chaînes de transmission, pas uniquement des antennes, mais des chaînes séparées. Donc, dans l'exemple qui est dans la figure, on a trois chaînes de transmission en émission et 3
chaînes de transmission en réception. Donc, chaque flux de données qui arrive à partir d'une seule antenne vers une autre, il s'appelle un flux ou bien un stream. Donc maintenant, ceci bien sûr est le même stream qui arrive ici et on a le même stream qui arrive ici. Donc, en total, on génère 3 streams différents à l'émission. Donc, les streams ou bien les flux de données peuvent contenir la même donnée qui est répétée 3 fois dans cet exemple, ou bien ils peuvent supporter des données différentes. Donc, dans le cas de spatial multiplexing, donc on utilise plusieurs streams qui transportent des informations, des données différentes, donc c'est-à-dire de transmettre en parallèle 3 fois pour augmenter le débit. On peut utiliser aussi la technologie MIMO en diversité, c'est-à-dire je transmets la même chose 3 fois pour augmenter les chances de la recevoir correctement à la réception. Donc, en MIMO, on a dit qu'on utilise plusieurs chaînes de transmission. Donc, plusieurs chaînes de transmission. Une chaîne de transmission doit contenir au moins un mélangeur, un amplificateur, des convertisseurs analogiques numériques et bien sûr une antenne séparée. Donc, elle doit avoir une antenne séparée. Dans la 802.11n, on peut utiliser jusqu'à 4 chaînes de transmission. Dans la AC, on peut aller jusqu'à 8. Pour, si vous voulez, une convention d'écriture, donc pour désigner une technologie MIMO, par exemple 2 x 3 x 2, le premier chiffre représente le nombre de transmetteurs, donc le nombre de TX utilisés. Le deuxième chiffre représente le nombre de RX, donc j'ai combien de récepteurs. Et le troisième chiffre représente le nombre de flux indépendants qu'on peut le transmettre. Par exemple, dans la première ligne, j'ai 2 antennes en émission, 3 antennes en réception, mais je peux manipuler que 2 streams, c'est-à-dire 2 flux de données dans une seule transmission. C'est-à-dire je ne peux pas transmettre 3 ou bien plus. Le nombre maximum de streams à transmettre, c'est 2. Dans l'exemple de la deuxième ligne, j'ai 3 x 3 x 3, c'est-à-dire je peux transmettre ou recevoir 3 flux de données. Donc, le mode Spatial Multiplexing, donc ce mode, il est très, très important car il permet d'augmenter le débit. Donc, dans chaque stream, donc dans chaque flux de données, donc chaque flux transmis par une antenne, il contient des données différentes, donc des données indépendantes. Dans l'exemple de la figure, par exemple, si je veux transmettre les chiffres de 1 jusqu'à 9, je peux utiliser une antenne pour transmettre 1, 2, 3, la deuxième 4, 5, 6 et la troisième 7, 8, 9. C'est-à-dire je transmets 3 tronçons de données en parallèle. Ceci va permettre bien sûr d'augmenter le débit. Each stream will also travel at different paths. C'est-à-dire que les streams de données, les flux de données doivent suivre des chemins différents. Ceci, c'est si vous voulez, c'est le prérequis de la technologie MIMO. Pour que le MIMO fonctionne bien, il nous faut des chemins différents. Il nous faut le multipath, le multichemin. C'est-à-dire chaque flux doit suivre des chemins différents. Si les 2 flux ou bien les 3 suivent le même chemin, on risque d'avoir des interférences et de ne pas pouvoir déchiffrer les différents streams. If 3 unique data streams are sent, the throughput will be tripled. Donc c'est normal, si on transmet 3 fois en parallèle, le débit doit augmenter 3 fois. Dans la plupart des cas, dans les points d'accès 802.11n, on a 2 x 2 x 2 x 2, ou bien 3 x 3 x 3. Donc, on a déjà décrit la signification de le slide précédent. Currently, the band AP with 4 by 4, c'est radio. Donc, les points d'accès AP
dual band, c'est-à-dire qui fonctionnent en 5 et 2.4 GHz. Ils peuvent avoir 4 x 4 x 4 pour la 802.11 AC, qui fonctionne en 5 GHz et 4 x 4 x 4, 4 x 4 avec 4 cylindres pour 2.4 GHz, c'est-à-dire un point d'accès qui supporte les deux technologies à la fois, c'est-à-dire qui supporte la AC et qui supporte la technologie N. Et il a la capacité d'utiliser 4 x 4 x 4 x 4, malgré que la norme n'a pas spécifié. Oui, il peut utiliser, désolé, il peut utiliser 4 x 4 x 4 pour la transmission en mode 802.11n. Donc, pour utiliser la technologie MIMO en diversité à la réception, donc à la réception, on peut utiliser la technologie MRC ou bien l'algorithme MRC, l'algorithme Maximum Ratio Combining. Donc, cet algorithme, il consiste à calculer le déphasage nécessaire pour, pour les différents signaux reçus, pour combiner les trois signaux, pour maximiser la combinaison des trois signaux. C'est-à-dire, on a, euh, on a un transmetteur qui transmet un flux de données. Vous voyez ici que le récepteur, il a la capacité MIMO, donc il a 3 chaînes de transmission à la réception. Il a 3 chaînes capables de recevoir les données, bien sûr avec des antennes séparées. S'il reçoit 3 flux de données, mais le flux, il contient la même information, c'est-à-dire la même information qui vient en suivant différents chemins, c'est-à-dire du multipath. En utilisant l'algorithme MRC, Maximum Ratio Combining, le récepteur, dans cet exemple, le point d'accès, va essayer de trouver le déphasage qui maximise la somme des 3 signaux reçus. Donc, en utilisant cet algorithme MRC. Donc, une fois qu'il trouve cette phase, donc, bien sûr, il va regrouper ou bien combiner les 3 versions du signal reçu pour maximiser ou bien pour augmenter le SNR, le signal sur bruit. Cette méthode, elle peut être même utilisée dans le cas où l'émetteur n'a pas utilisé la technologie MIME. C'est-à-dire, même si l'émetteur transmet en utilisant une seule antenne, si le récepteur a 3 antennes ou bien plus, c'est-à-dire il y a un récepteur MIMO, il peut exploiter les différentes chaînes de réception pour augmenter le SNR. Pour la transmit diversity, donc c'est toujours dans le cadre de la diversité, c'est-à-dire d'augmenter le SNR, on n'est pas dans le cadre d'augmenter le débit ici, en utilisant la transmit diversity, c'est d'augmenter le SNR, mais maintenant côté émetteur, c'est-à-dire l'émetteur, il a la capacité minimum. Donc, c'est-à-dire dans le transmit diversity, on va transmettre la même information par plusieurs antennes. Transmettre la même information par plusieurs antennes. Et le goal ou bien l'objectif, c'est d'augmenter la capacité du récepteur à détecter le signal, c'est-à-dire d'augmenter le SNR au récepteur, mais en jouant sur la transmission du côté émetteur. Dans ce cadre, on a 2 types d'algorithmes. On a le STBC, Spatial Time Block Coding. Ceci, il est utilisable dans les devices ou bien dans les dispositifs qui supportent la MIMO uniquement. On a le Cyclic Shift Delay. Cette technologie, elle peut être utilisée même ou dans le cas où le récepteur n'a pas la capacité MIMO. Donc, je récapitule. La transmit diversity, c'est de transmettre le même signal en utilisant plusieurs antennes, dont le but est d'augmenter le SNR côté réception. On a 2 méthodes, le STBC, mais la STBC, elle nécessite que le récepteur doit être un équipement qui fonctionne en MIMO, donc qui supporte MIMO, et le CSD,
qu'il peut être utilisé, quel que soit le récepteur, qu'il soit capable de détecter un signal MIMO ou non. Le beamforming. Donc, le beamforming, c'est la capacité de l'antenne de focaliser le rayonnement dans un seul point, ou bien dans une seule zone donnée. Dans le cas de cette figure, donc la figure qui se trouve à gauche, on a le single user beamforming. Single user beamforming, c'est-à-dire l'antenne, notre antenne, bien sûr, je parle ici d'une antenne réseau, une antenne qui contient plusieurs éléments. Elle peut focaliser le rayonnement pour un seul client. Ici, c'est le single user MIMO. Dans le cas de multi-user MIMO, l'antenne, elle est capable de focaliser le rayonnement pour plusieurs clients, c'est-à-dire elle peut rayonner indépendamment à chaque client, pour couvrir juste la zone où se trouve notre client. Bien sûr, il y a une limite ici, c'est-à-dire si les clients sont trop proches, on ne peut pas réussir le beamforming. Donc, le beamforming, c'est de rayonner dans le même spectre de fréquence, c'est-à-dire là, ici, les différentes couleurs utilisent la même fréquence. Et ici aussi, on a bien sûr, puisque je transmets à un seul utilisateur, bien sûr, je transmets dans une seule bande de fréquence. Mais ici, le problème, bon, bien sûr, je parle de le cas multi-user. Dans le cas multi-user, si le lobe, par exemple, le lobe rouge et le lobe vert sont rayonnent dans une zone géographique très proche, on risque d'avoir des interférences. Donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine distance de séparation à respecter entre les utilisateurs. Donc, le beamforming multi-user, c'est la capacité d'une antenne à rayonner indépendamment, à rayonner dans le même spectre de fréquence, bien sûr, indépendamment, pour couvrir des zones géographiques séparées. Le transmit beamforming adjust the phase of the signal. Donc, le principe de base est de modifier la phase du signal et la puissance. Donc, le principe de base est de manipuler ou bien de changer les paramètres phase, puissance de transmission de chaque antenne, dont le but est d'augmenter le SNR et d'augmenter le SNR côté réception. Donc, dans cet exemple, par exemple, ici, j'ai 3 flux. Donc, l'émetteur pour réaliser le beamforming, il doit calculer précisément le déphasage entre la première information, la deuxième et la troisième transmission. Donc, vous voyez clairement ici que la transmission elle est retardée. Les 3 transmissions sont retardées l'une par rapport à l'autre. Donc, l'émetteur doit décider la phase, le retard, et la puissance de transmission pour pouvoir focaliser le rayonnement du côté du récepteur. Donc, pour cela, pour savoir calculer le déphasage et la puissance de transmission, nous avons besoin des feedbacks. Des feedbacks sur le canal de transmission. Et les paramètres que je viens de citer, donc les paramètres phase et puissance, les paramètres nécessaires pour guider le lobe sont regroupés dans la steering matrix. Donc, steering matrix, c'est la matrice de guidage ou bien la matrice qui permet de guider le lobe de rayonnement. Donc, cette matrice, elle contient des informations sur la phase et la puissance de signal transmis par chaque antenne.
Donc, pour déterminer les caractéristiques du canal MIMO, on a besoin de sounding frame. Sounding frame. Sounding frame, ce sont des trames qui contiennent des séquences binaires bien définies qui permettent de, de déterminer les caractéristiques du canal. Lorsqu'on parle de feedback, on parle toujours par rapport au beamformer, c'est-à-dire l'antenne qui va former le faisceau. Le beamformer, c'est l'antenne ou bien le dispositif qui va initier le beamforming. Je reviens à cet exemple. Donc, celui-ci est le beamformer. Donc, le beamformer, c'est l'antenne qui va rayonner, qui va transmettre en utilisant le beamforming. Et celui-ci, il s'appelle le beamformie. Donc, le beamformie, c'est le récepteur qui va recevoir le beam. Donc, le beamformer, c'est l'antenne qui va rayonner le faisceau, notre faisceau. Donc, celle-ci, lorsqu'on parle de feedback, on parle par rapport à l'antenne qui va rayonner le faisceau. Donc, un feedback implicite, c'est-à-dire que le beamformie va envoyer une séquence binaire, une séquence training séquence, une séquence d'apprentissage, et le beamformer, donc c'est-à-dire celui qui va créer le beam, donc l'antenne qui va rayonner le beam, il va créer le steering matrix. C'est pour ça qu'on dit implicite, implicite par rapport au beamformer. Donc le beamformer, celui-là, va calculer la steering matrix. C'est le beam, c'est l'antenne qui va créer le faisceau. Elle va calculer les paramètres de steering, les paramètres qui vont permettre de guider le lobe vers une zone ou bien une région donnée. Bien sûr, à partir du feedback, qui est, enfin, à partir d'une séquence d'apprentissage, training séquence, qui doit être transmise par le récepteur pour indiquer les caractéristiques du canal. C'est-à-dire cette séquence va permettre à l'émetteur d'estimer, à l'émetteur d'estimer les paramètres du canal. Le explicit feedback, donc le explicit feedback, donc c'est le beamformie, donc le récepteur, qui va calculer la matrice de steering matrix. Donc, c'est le beamformie qui va calculer les paramètres du canal. Donc, le beamformie, le récepteur qui va calculer les paramètres du canal. Dans la 802.11n, donc c'est la technologie, bien sûr, la 4e génération Wi-Fi, on n'a pas défini le explicit beamforming. Le explicit beamforming, le explicit feedback n'a pas été implémenté. Il n'a pas, malgré qu'il ait été défini, mais il n'a pas été implémenté. Dans la 802.11ac, donc ça, la 5e génération de Wi-Fi, on a défini uniquement le explicit beamforming, c'est-à-dire cette méthode, où c'est le récepteur qui détermine la matrice du canal. Donc, en utilisant le explicit beamforming, premièrement, le beamformer, donc l'antenne d'émission. Le beamformer, c'est celui-là. Le beamformer, c'est celui-là. Donc, c'est l'antenne qui va transmettre le beam, notre faisceau. Donc, le beamformer, si vous voulez, le TX, donc celui qui va jouer. Et le beamformie, c'est celui qui va jouer le RX. Donc, le beamformer va transmettre une trame qui s'appelle NDP. NDP, si vous vous rappelez, lorsqu'on a entamé les différents types de trames, on a dit il y a beaucoup de trames de données. Il y a beaucoup de sous-types de trames de données, malgré qu'on a une seule, réellement, on a un seul sous-type qui désigne les données, vraies données. Mais ici, dans, par exemple, la beamforming, qui est une technologie nouvelle,
qui n'a pas été prévu dans les différents messages de management. Donc, on a utilisé d'autres sous-types de messages de données qui s'appellent le NDP, Null Data Packet, pour transmettre des informations de signalisation. C'est-à-dire, malgré que ce type il est classé comme étant trame de données, mais en réalité, il transporte des informations de signalisation. Donc, le VHT NDP Announcement doit être transmis par le beamformer, suivi par une trame NDP, cette trame NDP qui contient une séquence pour calculer les caractéristiques du canal. Le beamformer, le récepteur, va calculer la matrice du canal et la transmettre au beamformer. Donc, la matrice du canal doit contenir surtout la puissance et le déphasage nécessaires pour chaque antenne. Dans le cas de multi-user MIMO, dans cet exemple, on a un point d'accès, par exemple, qui communique avec trois clients. Donc, trois clients, dont ce client, le client laptop, il reçoit 2 faisceaux, alors que le client tablette et le client smartphone ne reçoit qu'un seul faisceau en utilisant la technologie BEAM. Bon, ici, en utilisant la technologie MIMO. Oui, les deux technologies combinées. Donc, on a utilisé ici la technologie MIMO avec la technologie beamforming, les deux combinés en même temps. Donc, le beamforming is a critical part of multi-user MIMO. Donc, pour pouvoir utiliser le multi-user MIMO, on doit avoir la capacité d'utiliser le beamforming. Donc, la syntaxe pour désigner les caractéristiques techniques d'un multi-user MIMO, c'est comme la syntaxe qui désigne la technologie MIMO, mais avec 2 champs en plus. Donc, par exemple, ici, on a 4 chaînes en émission, 4 chaînes en réception. Le nombre de streams qu'on peut transmettre lorsqu'il s'agit d'un seul utilisateur, le nombre de streams qu'on peut transmettre lorsqu'il s'agit de multi-utilisateurs et le nombre d'utilisateurs qui peuvent être gérés simultanément. Donc, le nombre d'utilisateurs qui peuvent être gérés simultanément, c'est-à-dire le nombre d'utilisateurs par groupe. Donc, dans le cas de multi-user MIMO, donc la procédure de channel sounding, si vous vous rappelez, channel sounding, c'est-à-dire déterminer les caractéristiques du canal. Donc, le beamformer, bien sûr, le beamformer, c'est le TX. Donc, il va transmettre VHT announcement. Après, il transmettre la NDP directement, c'est-à-dire la NDP, il contient une séquence d'apprentissage pour estimer les caractéristiques du canal. Donc, le VHT announcement pour informer les 3 récepteurs qu'on va transmettre en utilisant beamforming. Donc, une fois le récepteur 1 reçoit la VHT NDP announcement et la NDP et calcule sa matrice, elle la compresse et la transmettre au beamformer. En la recevant, le beamformer va retransmettre le beamforming report pool, c'est-à-dire pour informer le client 2 qu'il peut joindre ce groupe, c'est-à-dire qu'il peut recevoir en même temps que le client 1. Donc, le client 2, il va calculer la matrice, la matrice steering matrix et il va la transmettre au beamformer. Le beamformer informe aussi le client 3 qu'il peut joindre le groupe en utilisant beamforming report pool. Donc, le client 3 calcule sa matrice et la transmettre en
et la transmettre au beamformer. Donc, dans ce cas-là, notre beamformer, le TX, il reçoit 3 matrices, donc il peut utiliser 3 faisceaux, donc il peut utiliser le beamforming pour 3 clients. Donc, le problème, c'est que cette matrice steering matrix, cette matrice qui permet de guider le faisceau, elle doit être mise à jour périodiquement, car les clients peuvent être en mouvement. Donc, vous voyez ici un exemple, on a un point d'accès qui transmet 2 streams pour le client 1, le client laptop, un stream pour le client client smartphone et un autre pour le client tablette. En réalité, ici, c'est 4 streams pour le client tablette, 4 streams pour le client smartphone. Et ici, j'ai 8 streams. Donc, en total, j'ai 16 streams qui sont répartis pour les 3 clients. Ici, il faut remarquer ou bien il faut noter qu'on doit avoir une séparation physique entre les 3 clients pour pouvoir utiliser la technologie beamforming. C'est-à-dire, si 2 clients sont très proches l'un de l'autre, on aura forcément des interférences. Donc, la condition pour réussir le beamforming à 3 clients ici, c'est que le laptop doit recevoir que le signal qu'on transmet au laptop. Il ne doit pas recevoir les signaux rayonnés aux autres clients. Même chose pour le smartphone, il doit recevoir que le signal transmis au smartphone et nul, c'est-à-dire 0 pour les 2 autres signaux. Et la même chose pour la tablette. Donc, ceci nous oblige à utiliser des ACK, des acknowledgements. Après une trame multi-user, le point d'accès va transmettre user one block acknowledgement request. L'utilisateur doit répondre, donc block acknowledgement. Après, il va transmettre aussi block acknowledgement request vers l'utilisateur 2 et attendre l'acquittement. Ensuite, il va transmettre un BAR vers l'utilisateur 3 et attendre un acquittement. Donc, ce mécanisme d'acknowledgement, il est nécessaire lorsqu'on utilise le beamforming pour savoir si la transmission a été réussie. Donc, en réalité, cette technologie, elle est très, très peu utilisée. Si on dit pas qu'elle n'est pas utilisée en Wi-Fi, car en Wi-Fi, en général, on est dans un environnement indoor, dans la plupart majorité des cas. Dans la majorité des cas, on est dans un environnement indoor. Et dans un environnement indoor, la séparation entre les clients, la séparation physique, je dis, elle est très, elle ne permet pas d'utiliser la technologie beamforming. Le concept de channel bonding, c'est d'utiliser un canal ou bien de former un canal de bande de fréquence large à partir des canaux de bande de fréquence petite. Ce même concept utilisé en 3 GPP, c'est-à-dire en technologie 3 GPP, comme par exemple la LTE, il s'appelle la carrier aggregation. Carrier aggregation, c'est de regrouper 2 bandes ou plus de fréquences. Ici, en Wi-Fi, on a utilisé ce concept dans la HT, c'est-à-dire 802.11n, et la 802.11ac, et même dans la 802.11ax, qui est la nouvelle version, la version 6 de Wi-Fi. Donc, le channel bonding, il consiste à regrouper deux canaux. Autre que le channel bonding, dans la technologie VHT et HT, c'est-à-dire N et AC,
on a augmenté le nombre de sous-porteuses utilisables pour transmettre les données. Dans le même canal de 20 MHz, si on compare 20 MHz pour la 802.11a et G, l'ancienne technologie, on a 48 sous-porteuses utilisées pour les données. Dans la 802.11n et AC, on a augmenté ce nombre par 4. On a jusqu'à 52 de porteuses utilisables. C'est-à-dire qu'on a minimisé le nombre de sous-porteuses qui ne sont pas utilisables. Donc, ici, ils étaient 12 pour la technologie A et G, et maintenant, on l'a réduit jusqu'à 8. Donc, le channel banding, le concept de channel banding, c'est de regrouper plusieurs canaux. Donc, lorsqu'on regroupe deux canaux, on aura un gain, car ici, entre par exemple ce canal et le canal adjacent, on a une certaine bande de garde. Donc, en regroupant les deux canaux adjacents, on peut utiliser même la bande de garde pour transmettre de l'information. Par exemple, ici, un canal de 80 MHz, il est formé à partir de 4 canaux de 20 MHz. Donc, dans chaque 20 MHz, pour la technologie N et AC, on a dit qu'on a 52 sous-porteuses utilisables pour les données. Donc, lorsqu'on multiplie 52 par 4, on aura 208 sous-porteuses utilisables pour les données. Mais en regroupant les canaux adjacents, on a un gain de 26 sous-porteuses. On aura 234 sous-porteuses utilisables pour les données au lieu de 208 sous-porteuses utilisables pour les données. Donc, le concept de channel banding, il est déconseillé, il n'est pas utilisé dans la bande 2.5, 2.4 GHz. Car si on regroupe deux canaux, on va occuper tout le spectre. On ne peut pas utiliser les canaux restants. Donc, par contre, dans le cas de la 5 GHz, puisque les canaux sont disjoints et on a autant de canaux, on a beaucoup de canaux qui sont disponibles. Donc, on peut regrouper les canaux pour former des canaux de 40, 80, donc 40, 80 ou bien 160. Bon, bien sûr, 80 et 160 sont utilisés dans la AC uniquement. Et le 40 MHz, le canal à 40 MHz, il peut être utilisé 802.11n et AC, les deux en même temps. Le problème qui se pose lorsqu'on utilise un canal de 40 MHz, bon, bien sûr, l'utilisation de channel banding, c'est juste une fonctionnalité qu'on peut l'activer en configurant un point d'accès, par exemple. Mais si on active cette fonctionnalité, il faut toujours refaire la planification. Si on a planifié notre réseau pour fonctionner sur certains canaux, en bande 5 GHz, c'est-à-dire la planification est déjà faite, et on a un réseau qui contient plusieurs points d'accès, chacun fonctionne dans son propre canal. Si on décide d'activer cette fonctionnalité de 40 MHz, par exemple, il faut refaire la planification pour éviter les interférences. Et le problème s'aggrave pour la 80 et 160, qui ne sont pas recommandés pour les installations ou bien les réseaux d'entreprise, ou bien les réseaux qui comportent plusieurs points d'accès. Pour le channel banding, on a défini deux types de bandes, la bande primaire et la bande secondaire. Donc, on a toujours besoin d'une bande primaire. Si on veut aller vers, par exemple, 40 MHz, on a besoin toujours de spécifier une bande primaire. Pourquoi? Car dans le réseau, on a des trames de management qui doivent circuler. Donc, si on décide d'utiliser les deux bandes pour transmettre
les trames de management, ça sera un gaspillage. Autre chose, il faut, lorsqu'on transmet les trames de management, ils doivent être transmises en utilisant la technologie, la technologie compréhensible, la technologie ou bien les paramètres radio qui peuvent être déchiffrés ou décodés par n'importe quelle station, n'importe quel client. C'est-à-dire, c'est même si le client ne supporte pas la technologie channel banding, il doit être capable de comprendre les trames de management et les trames de contrôle, bien sûr. Pour cela, on doit définir une bande primaire. Cette bande primaire, elle va être consacrée pour les trames de management et de contrôle et aussi pour les données. Tandis que la deuxième, ou bien les autres bandes de fréquence, ils seront utilisés uniquement pour les données. Donc, pour les points d'accès, les points d'accès, ils fonctionnent en 2.4 GHz. Ils peuvent transmettre pour informer les points d'accès voisins ou bien les clients voisins qu'ils ne doivent pas utiliser la méthode ou bien la channel banding à 40 MHz. Donc, la sélection des différentes bandes de fréquence pour le channel banding. Premièrement, le point d'accès sélectionne une bande primaire. Ensuite, il peut rajouter une nouvelle bande adjacente. S'il veut aller vers 80 MHz, donc il va désigner la première bande de 40 MHz comme étant primaire et il va ajouter une deuxième bande, dite secondaire. S'il veut aller vers 160 MHz, donc il va désigner la première bande de 80 MHz comme étant primaire et choisir une autre bande comme secondaire. Tu remarques ici, c'est que les canaux, le channel banding de 40 et 80 doivent être réalisés sur des bandes adjacentes. C'est-à-dire ici, de 20 à 40, les deux bandes de 20 doivent être adjacentes. De 40 à 80, les deux bandes de 40 doivent être adjacentes. Mais de 80 à 160, on peut utiliser même des bandes de 80 MHz qui ne sont pas adjacentes. Ce processus de sélection ou bien de channel banding, il passe très bien lorsque le point d'accès il se trouve seul, c'est-à-dire pas de point d'accès adjacent. Mais le problème lorsqu'on a deux points d'accès adjacents au plus. Donc, en passant de 20 à 40 MHz, donc on n'a pas de problème ici, puisque le premier a choisi le canal 36 qui est bien éloigné par rapport à 64, choisi par le deuxième point d'accès. De 40 à 80, on n'a toujours pas de problème parce que les deux points d'accès choisissent des bandes différentes qui sont séparées. Mais de 80 à 160, on a un chevauchement. Donc, les deux points d'accès ne doivent pas choisir la bande 160. Donc, ils peuvent juste se contenter de fonctionner sur 80 MHz maximum. Donc, pour gérer ce problème, on a défini le Dynamic Bandwidth Operations dans la 802.11ac. Donc, ici, par exemple, malgré que les points d'accès 1 et 2 sont éloignés, mais les stations qui sont clients, par exemple, station 2 qui cliente dans le station AP2, dans le point d'accès AP2, et la station 1 qui appartient au point d'accès P1, elles sont adjacentes. Donc, si les deux clients peuvent entendre les transmissions l'un de l'autre, c'est-à-dire si les deux clients utilisent la même bande de fréquence, ils auront des chevauchements. Donc, le processus ou bien le contrôle de fonctionnement sur différentes bandes de fréquences est géré par ce qu'on appelle le RTS-CTS, donc les messages RTS-CTS, les Request to Send, Clear to Send. Donc, au début, si par exemple ici, on a un client, on a un point d'accès. Donc, on a un point d'accès qui fonctionne en 36, 40, 44 et 48. Donc, le point d'accès
sur le point d'accès. Donc, si le point d'accès demande directement au client 1 de transmettre en utilisant les 4 bandes de fréquence, il va interférer sur le deuxième client qui utilise le 44 et 48, car 44 et 48 les deux bandes sont communes entre les deux. Au lieu de faire ça, le point d'accès va transmettre un RTS. Au lieu de transmettre un, il va transmettre 4 RTS, c'est-à-dire un RTS par bande de fréquence. RTS dans la bande 36, un autre dans la 40 et un RTS jusqu'à la 48. Si le client station 1 détecte qu'il n'y a pas de transmission sur les 4 bandes de fréquence, la station elle va répondre en 4 CTS sur les 4 bandes de fréquence disponibles. En transmettant les 4 CTS, la station 2 va écouter la transmission de la station 1. Donc, elle va écouter le CTS, les deux CTS transmises dans la 44 et 48. Donc, en utilisant le NAV qu'on a décrit dans le cours précédent, en utilisant le NAV, la station 2, elle va rester, elle va entrer en mode sommeil pour toute la durée de transmission de la station 1. Donc, en recevant les 4 CTS, le point d'accès peut transmettre les données en utilisant les 4 bandes de fréquence. Et bien sûr, il va attendre les blocs acknowledgement de chaque bande de fréquence. Dans le cas où le point d'accès, ou bien dans le cas où la station 2, elle est en train de transmettre sur le canal 44 et 48. Donc, le point d'accès va transmettre les RTS vers le client, mais de cette fois-ci, le client va transmettre ou bien va répondre en utilisant que 2 fois 2 STS, 2 CTS. Il va transmettre CTS dans 36 et CTS dans 40. Donc, 44 et 48, il ne peut pas transmettre car il a détecté que le client 2, il a détecté le client station 1 a détecté que le client station 2, il est en train de transmettre sur le canal 44 et 48. Donc, sur le canal 44 et 48. C'est pour ça qu'il ne va pas transmettre sur un CTS sur les deux. Dans ce cas, le point d'accès va transmettre en utilisant que les deux bandes 36 et 40. Et ainsi, on a géré le problème de sélection dynamique de bandes de fréquence. Le short guard interval, donc c'est une autre technique ou bien c'est une autre amélioration qui est introduite dans l'émission de point 11N et AC. Donc le guard interval, on a déjà parlé sur ça dans je pense, le cours 1, le cours où on a parlé sur le principe de la couche physique, le couche 1 et le cours 1 et le cours 2. Dans le cours 1 et le cours 2, on a expliqué le principe de l'intervalle de garde. Donc l'intervalle de garde, comme on a déjà dit, il sert à réduire les interférences intersymboles. L'intervalle de garde, il dépend de la zone de couverture, la région de couverture. Bien sûr, il dépend en réalité du délai, la différence de délai entre les différents chemins. Cet paramètre, l'intervalle de garde, qui est juste un temps de silence entre deux symboles adjacents, il est configurable. On peut choisir juste 800 ou bien 400. Donc 400, c'est le short interval. Donc le short interval, l'amélioration qui est introduite dans la HT et la VHT, c'est d'introduire le short interval. En utilisant le short interval, on peut augmenter le débit de 10%. Donc le short interval, on peut l'utiliser dans le cas de indoor, implémentation indoor, c'est-à-dire implémentation à l'intérieur des bâtiments. L'inverse, c'est l'implémentation à l'extérieur. À l'extérieur, où on a une zone de couverture importante et on a beaucoup de trajets
multipath, on a un problème de multipath, on doit utiliser le long intervalle, donc le long garde intervalle 801. Tandis que dans les implémentations indoor, le garde intervalle 400 est suffisant et il permet d'augmenter le débit en plus. La modulation et le codage. Dans la modulation, on a introduit le 256 dans la 802.AC. Donc, cette modulation de 256 états, elle permet d'augmenter le débit jusqu'à 33% par rapport à la 64, avec un coût de 5 dB SNL. Donc, on doit augmenter un peu la puissance de transmission. Malgré que cette modulation 256 elle n'est pas spécifiée pour la 802.11n, mais les points d'accès qui supportent les deux technologies, N et AC, ils peuvent utiliser la 256 pour la 802.11n. Donc, parfois, elle s'appelle la Turbo QAM. C'est juste du marketing. Donc, la modulation, le MCS, le schéma MCS, donc Modulation and Coding Scheme, il contient le type de modulation, c'est-à-dire le nombre d'états, le type de codage ou bien le taux de codage, bien sûr, ici on parle du codage correcteur d'erreur, le nombre de spatial streams, la bande passante et le garde intervalle. Donc dans la 802.11n, on a 77 MCS, 77 combinaisons. Dans la 802.11 AC, on a juste 10, donc on a simplifié la table de schéma de codage et modulation. Aussi, on fait ici une petite comparaison. Par exemple, en utilisant la MCS 7, on a 64 QAM à 64 états. En utilisant un seul stream, pour un garde intervalle de 800 nanosecondes, on a 65 mégabits par seconde. Et pour un short guard intervalle, on a 72,2 mégabits par seconde. On voit ici une nette amélioration de débit. Pour les différentes MCS, les différentes combinaisons entre MCS et le MIMO stream et le channel width, donc la bande de fréquence utilisée, 40, 80, 160 ou bien 20 MHz pour la 802.11 AC. Donc, on a des combinaisons, plusieurs combinaisons possibles. Bien sûr, il y a des combinaisons interdites. Donc, c'est un détail que vous pouvez le voir vous-même. Donc, pour le changement introduit au niveau de la couche physique, donc la couche physique, on a un en-tête qui doit être ajouté avant de transmettre la trame. Donc, l'en-tête, il conserve toujours le même en-tête de la technologie OFDM précédente, c'est-à-dire la technologie 802.11a et la 802.11g. Donc, le long-tête, l'en-tête de la 802.11n et AC, il contient une partie compréhensible, compréhensible par les anciennes technologies pour raison de compatibilité. Donc, l'en-tête de la HT, 802.11n, il contient une partie de la legacy OFDM, l'OFDM ancienne, plus l'en-tête de la nouvelle technologie. Donc, ceci, il est décodable par les anciennes versions Wi-Fi, mais celui-là, il n'est décodable que par la 802.11n. Même chose pour la VHT, elle contient une partie décodable par les anciennes modulations OFDM, A et 802.11a et 802.11g, et une partie décodable que par la 802.11ac. Quant à la couche MAC, on a défini le frame aggregation. Frame aggregation, c'est la combinaison de plusieurs trains dans une seule grande train pour la transmettre
en utilisant le très haut débit, parce que les débits ont augmenté d'une façon très grande, c'est-à-dire on a un débit très très grand par rapport au débit précédent. Donc, on a la possibilité de transmettre plusieurs trains en même temps. Donc, c'est pour ça qu'on a défini des méthodes, comment regrouper les trains, comment transmettre les acknowledgements pour les trains regroupés. Et on a aussi des méthodes de gestion d'énergie, lorsqu'on a plusieurs antennes à l'émission et à la réception. On a dit qu'on a plusieurs chaînes de transmission. Dans la technologie MIMO, on a plusieurs chaînes de transmission. Donc ici, le mot radius désigne chaîne de transmission. MIMO radius, c'est-à-dire plusieurs MIMO chaînes de transmission dans le même device, c'est-à-dire soit dans le client ou bien dans le point d'accès. C'est pour ça qu'on a défini un système de gestion d'énergie, car chaque radio, chaque chaîne de transmission consomme de l'énergie. On a défini une méthode de gestion de l'énergie spécifique pour la MIMO. Donc, revenons à l'agrégation. Donc, on a deux types de frame aggregation. Ce qu'on appelle le MSDU, le AMSDU, donc A aggregate MSDU, ou le aggregate MPDU. Donc, pour le aggregate MSDU, donc le MSDU, c'est les données à l'entrée de la couche MAC. Donc, les données à l'entrée de la couche MAC, ce sont les données provenant de la couche network. Donc, c'est le paquet IP. Donc, les aggregate MSDU, ce sont des paquets IP qui sont regroupés dans une seule trame. Donc, on va ici, dans cet exemple, 3 paquets IP avec un seul MAC header et un seul MAC CRC. Dans la deuxième méthode, l'aggregate MPDU, MPDU, c'est les données à la sortie de la couche MAC. Donc, le aggregate MPDU, on a ici des trames entières, des trames avec un en-tête MAC et le FCS. Ici aussi, une autre trame qui contient un en-tête MAC et FCS. Et on a une troisième. Donc, dans le aggregate MSDU, on a un seul en-tête MAC et un seul FCS. Le aggregate MPDU, on a trois suivant cet exemple, on a trois MAC header, 3 en-tête MAC et 3 FCS. Donc, pour pouvoir combiner les trames, elles doivent avoir la même adresse de réception, c'est-à-dire destinée par la même destination, la même catégorie de qualité de service, c'est-à-dire soit tous les trames sont des trames de la voix sur IP ou de la vidéo, ou bien de notre classe de service. On va utiliser ce qu'on appelle le block acknowledgement. Donc, le block acknowledgement, dans le cas AMSDU, le AMSDU, si vous vous rappelez, c'est là où on utilise un seul en-tête MAC. Donc, en utilisant un seul en-tête MAC, donc l'équipement va gérer cette trame comme étant une trame ordinaire. Donc, on va utiliser juste un mécanisme d'acquittement standard utilisé dans la Wi-Fi. Mais dans le cas AMPDU, lorsqu'on a utilisé plusieurs en-tête MAC, AMPDU, lorsqu'on utilise plusieurs en-tête MAC et plusieurs FCS, on doit utiliser le MTBA, Multiple Traffic ID Block Acknowledgement Frame. Et entre les différentes transmissions, on va utiliser ce qu'on appelle le RIFS au lieu d'utiliser le CIF. C'est-à-dire qu'on a réduit l'intervalle de temps entre la transmission de données et block acknowledgement. Donc, le cas de retransmission, supposez qu'on a transmis en utilisant la méthode ici MSDU, donc le AMSDU, c'est-à-dire un seul en-tête MAC et 3 paquets IP à l'intérieur ici. Ici, on a 4 paquets IP, mais on a un seul en-tête et un seul CRC. En cas d'une erreur sur la trame,
supposé dans le MSU3, on a une erreur de transmission. Le CRC, il va permettre de détecter qu'il y a une erreur, mais il ne peut pas savoir si elle est dans la trame, dans le MSU3 ou autre. Donc, c'est pour ça qu'on va demander la retransmission de toute la trame entière. Dans le deuxième cas, on a utilisé le aggregate MPDU, c'est-à-dire plusieurs en-tête MAC et plusieurs CRC pour chaque MPDU. En cas d'erreur ici, le client va demander la retransmission uniquement de la partie erronée. Ceci, il est permis grâce à l'utilisation de MTBA, Multiple Traffic ID Block Acknowledgement. La gestion d'énergie pour les équipements qui supportent la technologie MIMO. Donc, en plus de la méthode PowerSafe, la SAPSD et la UAPSD qu'elle est définie dans la Wi-Fi standard, on a défini d'autres méthodes pour gérer l'énergie pour les équipements qui supportent la MIMO. Spatial Multiplexing PowerSafe, donc c'est-à-dire de power down all but one, c'est-à-dire à power down, c'est-à-dire d'éteindre toutes les radios, toutes les chaînes de transmission, mais conserver une seule chaîne de transmission active. Et pour repasser en mode transmission MIMO, donc on a deux types, soit Dynamic RTS-CTS, soit Static Power Save Action Frame. Donc, soit en utilisant Action Frame, soit en utilisant un mécanisme de RTS-CTS. Et on a aussi le Power Save Multiple, qui est plus similaire à l'ancienne technologie de Power Save, donc gestion d'énergie. Le mécanisme de protection, dans le cas où les technologies HT-VHT se trouvent avec d'autres équipements qui ne supportent pas la technologie HT et VHT. On doit utiliser le mode de protection. Le mode de protection, c'est juste l'utilisation du ST-RTS et CTS et CTF to self. On a le mode 0. Le mode 0, c'est-à-dire il n'y a pas de protection. Ceci, on peut l'utiliser lorsqu'on n'a que les équipements qui supportent la HDV ou bien la VHT. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des équipements, mixtes, il n'y a pas des équipements qui ne supportent pas cette technologie. Le mode 1, c'est HT non-member, c'est-à-dire pour les voisins qui ne sont pas enregistrés dans le même point d'accès. C'est pour protéger les voisins. Le mode 2, c'est HT 20 MHz, c'est pour protéger les stations qui fonctionnent en 20 MHz, c'est-à-dire les stations qui ne supportent pas le channel banding. Et on a non-HT mixed mode, HT mixed mode pour protéger tout le monde, c'est pour protéger même les équipements qui ne fonctionnent pas en HT-VHT. Ici, c'est une table récapitulative qui compare la version 2.11n et la version 2.11ac. Pour l'infrastructure, bien sûr, il faut faire le calcul, le dimensionnement qui concerne le débit, puisque cette fois-ci, le point d'accès va supporter des débits de 1,3 jusqu'à 7 mégabits par seconde. Donc, il faut prévoir une connexion, ou bien une connectivité vers le réseau qui supporte ce débit. En plus de ça, on a la puissance. Donc, la puissance, cette fois-ci, on utilise la MIMO consomme beaucoup d'énergie. Donc, pour pouvoir utiliser la MIMO, on doit utiliser soit ce qu'on appelle le Power over Ethernet Plus, 802.3 AT, donc qui peut délivrer jusqu'à 30 watts, ou bien deux ports de Power over Ethernet ordinaire, qui peut délivrer jusqu'à 15,4 watts. Donc, passons maintenant à la 6e génération de la Wi-Fi, donc la Wi-Fi est la plus moderne. Là, on ne parle pas de débit, peut-être pour la première fois, mais on parle de l'efficacité.
Donc, high efficiency. Donc, la Wi-Fi 6, la 802.11 AX, elle est désignée par X3O comme étant high efficiency. Donc, on va voir pourquoi. Donc, en faisant une petite statistique dans les réseaux Wi-Fi et les réseaux IP en général, par exemple, dans les réseaux 802.11n et AC, le débit qu'on peut l'avoir réellement, c'est moins de 50% par rapport au débit annoncé par les constructeurs. Bien sûr, ceci est dû au problème de messages de contrôle. Les messages de contrôle et overhead CSMA, les différentes intervalles de cartes, etc., réduit le débit à moins de 50%. Donc, dans un réseau WLAN, moins de 50% de trafic elle est réservée aux messages de données. À partir desquels 80% des messages sont juste de moins de 256 octets in size. C'est-à-dire on a beaucoup des messages de petite taille qui circulent sur le réseau. Si on a des messages de petite taille et on alloue un intervalle de temps important avec une bande de fréquence très grande, on a beaucoup de gaspillage. Donc le réseau n'est pas efficace. On a aussi le contention overhead, problème de CSMA/CA. Donc le high efficient traffic management est le but de la 802.11 AX. Donc on cherche à résoudre ce problème. Donc par exemple, ici on a dit que 80% des messages qui circulent sur le réseau sont des messages de petite taille, de moins de 256. Par exemple, dans une application de messagerie instantanée, souvent on transmet des caractères ou bien des chaînes de caractères, ou même pas une phrase. Donc on va générer des messages très courts. Donc dans le réseau Wi-Fi, on a aussi presque 25% de trafic réservé pour les données et les messages de contrôle et les messages de management occupent presque 95% du réseau. Donc l'efficacité qu'on cherche, c'est d'améliorer le réseau dans le cas d'implémentation dense, c'est-à-dire dans les stades, par exemple. Améliorer les implémentations outdoor, améliorer le débit, dans des implémentations denses avec une contrainte, améliorer les opérations entre 2.4 et 5 GHz et conserver la batterie et conserver l'énergie. Pour cela, la 802.11 AX, la sixième génération, elle définit la OFDMA. OFDMA, cette fois-ci, c'est la première fois que nous utilisons la OFDMA dans la Wi-Fi. Le multi-user MIMO, ici en downlink et en uplink. Dans les technologies AC et la technologie 1, on n'a utilisé que le multi-user MIMO en downlink. Maintenant, on peut l'utiliser en uplink. On a augmenté le nombre de MIMO jusqu'à 8. On a aussi augmenté le temps de symbole. Donc, en augmentant le temps de symbole, ça permet de résoudre le problème d'interférence intersymboles facilement par rapport à un symbole court. Et on a augmenté le nombre d'états de modulation. Donc, c'est les key enablers, c'est les key features, les paramètres clés de la technologie 802.11 AX qui permet d'augmenter l'efficacité. Donc, en utilisant la OFDM, donc la technologie utilisée auparavant dans les réseaux Wi-Fi, à chaque instant, bien à chaque opportunité de transmission, on alloue tout le spectre. Si on a par exemple une bande de 20 MHz, on alloue toute la bande de 20 MHz à un seul client. Et dans la deuxième TX, on peut allouer cette bande à un autre client et dans un autre
dans une autre opportunité de transmission, on peut allouer cette bande à un autre client. Ceci dans la OFDM. Dans la OFDM-A, on a la capacité d'allouer une petite portion du spectre à un client et une autre portion à un autre client et une autre portion à un autre client dans la même opportunité de transmission, c'est-à-dire en même temps. Donc, c'est ici la nouveauté par rapport à la Wi-Fi. Simultaneous parallel transmission of small data frames. Et ceci est utilisé pour gérer le problème des trames de petite taille qu'on a déjà parlé dans un slide précédent. On a dit que 80% du trafic dans la 802.11, dans l'Internet en général, c'est des messages de petite taille, des messages de moins de 256 octets. Donc, pour résoudre ce problème, pour être efficace, on va allouer une petite ressource spectrale, c'est-à-dire une petite bande de fréquence pour chaque utilisateur qui veut transmettre des messages courts. Donc, l'OFDM, elle subdivise le spectre en plusieurs sous-porteuses. Ici, pour augmenter l'efficacité, surtout dans les environnements outdoor, the subcarrier size and spacing decrease from 312.5 to 78.125. C'est-à-dire, on a réduit la bande de fréquence par sous-porteuse. Ceci va permettre d'augmenter la durée du sample. En augmentant la durée du sample, on va réduire le problème d'interférence. Revenons maintenant à l'allocation ou bien l'OFDMA. Donc, dans l'OFDMA, on a dit qu'on peut allouer une petite portion une petite portion de spectre à chaque utilisateur. Donc, la plus petite portion, c'est-à-dire le spectre minimal utilisé, c'est la RU, Resource Unit. Resource Unit. Donc, lorsqu'on prend une bande de 40 MHz, par exemple, on a 512 sous-porteuses. On peut la diviser en des resource units de 26 sous-porteuses. Donc, on a jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 9 sous-porteuses par bande de 20 MHz. 9 ressources units. Donc, chaque 26 sous-porteuses, elle forme une seule RU, resource unit. La bande, elle est de 2 MHz. Celle-ci est la bande minimale qu'on peut allouer à un client dans un instant donné. Donc, en utilisant une bande de 40 MHz, on peut aller jusqu'à 18 utilisateurs maximum. Dans le cas où on regroupe deux ressources units pour former une ressource unit très grande et plus grande de 56, de 52 subcarrières, donc on peut avoir 4 ressources units par rapport à une bande de 20 MHz, on peut avoir 4 ressources units de 52 et une seule de 26. Donc, on peut allouer 4 ressources units de 4 MHz à 4 clients, plus un client qu'on peut l'attribuer une ressource unit de 26. Et ainsi de suite. On peut regrouper les différentes ressources units de 26, commençant par 26 subcarrières sous-porteuses. On peut aller vers 52 sous-porteuses, 106 sous-porteuses, 242 ou bien 248 plus 5, c'est-à-dire 291 lorsqu'il s'agit d'une bande de 40 MHz. Bon, ceci, j'ai juste un exemple pour illustrer l'allocation des différentes bandes de fréquences, des différentes resource units aux différents utilisateurs. Donc, pour allouer les différentes ressources units, le point d'accès va transmettre une trame trigger.
qui contient les tables d'allocation. Les différents utilisateurs vont répondre. Ici, vous voyez qu'ils répondent en même temps. Chacun utilise sa ressource unit. Le premier utilise ressource unit 1, le deuxième utilise ressource unit 2. Et le troisième, station 1 utilise 52, 62, 66. Le subcarrier 17 à 128. Et c'est ici le bit index. Ces chiffres-là représentent la sous-porteuse ou bien la ressource unit allouée. Le premier utilise les sous-porteuses de moins 121 à moins 70. Le client 2 utilise les sous-porteuses de moins 68 à moins 17. Le troisième utilise de 17 à 122. Donc, les trigger frames, on a plusieurs types de trigger frames. On downlink, le point d'accès, le 802.11 à X point d'accès. Donc, premièrement, il va exécuter l'algorithme CSMACA pour avoir une opportunité de transmission. Ensuite, il va transmettre multi-user RTS, qui va jouer le rôle de trigger frame. Bien sûr, cette transmission, dans le premier cas, on n'a pas encore alloué des résolutions aux utilisateurs. Donc, cette trame, elle va être transmise en utilisant OFDM ordinaire. Transmission OFDM ordinaire. Les clients vont répondre à cette RTS par CTS, Clear to Send. Cette fois-ci, en parallèle. Donc, ils vont répondre en parallèle, car la trigger frame, elle contient les ressources qu'on peut utiliser en uplink. Donc, ils vont transmettre le CTS, Clear to Send, au point d'accès. Donc, le point d'accès, ensuite, la table d'allocation pour le downlink. Il va transmettre la table d'allocation en downlink. Donc, STA de 1 à 4, chaque STA, il va recevoir des RU, Resource Units, pour l'utiliser pour transmettre ces données. Ensuite, le point d'accès va transmettre le bloc Acknowledgement Request pour vous demander la confirmation de chaque client qu'il a bien reçu l'information. Le concept de BSS Coloring, donc ce concept, il est moderne, il est introduit pour la première fois je me rappelle bien, de la 802.11h, 802.11h, mais maintenant il est utilisé dans la 802.11ax. Ce principe, le principe de BSS Coloring est d'introduire un identifiant dans la trame qui est présent dans l'entête physique, dans l'entête ajoutée par la couche physique et l'entête ajoutée par la couche MAC. L'objectif, c'est de permettre aux clients ou bien au point d'accès de faire la distinction entre des transmissions provenant du même canal, de la même zone géographique, et la transmission provenant d'une autre zone géographique. Par exemple, ici, si un client exécute CSMA-CA, donc il va détecter la présence des signaux sur le canal, donc CSA, en utilisant le mécanisme Clear Channel Assessment. Donc, il va écouter le canal. Il peut avoir qu'il écoute des transmissions provenant de cette région-là, ou bien de cette région qui est éloignée par rapport à la première, mais qui utilise le même canal dans un schéma de réutilisation de fréquences. Donc, le principe de BSS Coloring, c'est d'ajouter un identifiant dans l'entête de la couche physique, et ainsi que
aussi que l'entête de la couche MAC. Et lorsque un client, par exemple, dans cette zone, disons à cette zone, zone 1, détecte une transmission provenant de la zone 2, en utilisant le BSS coloring, il peut savoir si cette transmission, elle vient de la région 1 ou bien de la zone 2. Cette information est très, très utile car parfois les transmissions de la zone 2 arrivent ou bien atteindre la zone 1, mais elle atteint la zone 1 avec une faible puissance, c'est-à-dire une puissance qu'elle est tolérable et qu'elle ne fait pas d'interférence avec les transmissions de la couche de la zone 1. Mais en utilisant un mécanisme CSMA standard, CSMA standard, lorsque le client détecte une transmission, même si elle est très loin, si elle provient de la zone 2, il va rester en silence, c'est-à-dire il ne peut pas transmettre des données. Il va estimer que le médium, le canal est occupé. Pour résoudre ce problème, on a introduit l'identifiant de la zone. Donc, l'identifiant de la zone, il va permettre au client, par exemple de la zone 1, que détecter que cette transmission, elle provient de la zone 2. C'est-à-dire elle est très petite pour engendrer d'interférences et il peut transmettre. Ceci est achevé en définant deux thresholds. En définant deux thresholds. Un threshold pour les transmissions qui se trouvent dans la même zone et un autre threshold, un autre seuil pour les transmissions qui sont très loin. Donc, en réduisant le threshold, le seuil de détection d'activité pour les transmissions provenant des zones éloignées, on va réduire le temps d'attente de l'algorithme CSMA-CA et on peut transmettre même si la transmission provient d'une zone éloignée est présente. Une autre capacité ou une autre amélioration dans la 802.11ax est le schéma de modulation de la son de 1024 états. Donc, on a utilisé une modulation de 1024 états de la Wi-Fi pour la première fois. Donc, cette amélioration permet d'augmenter le débit de 20% par rapport au schéma de modulation de 256. Je vous remercie pour votre patience et votre écoute.